Bon bah Aurélien, merci beaucoup, merci de nous accorder un petit peu de temps pour Athlète. Avec toi, on ouvre une nouvelle séquence d'interview. Merci à toi. Bah, de Est-ce que rien. tu peux te présenter rapidement pour que les gens comprennent mieux qui tu es? Bah ouais, bien sûr, moi j'ai 35 ans, donc je m'appelle Aurélien Culver, je suis médecin anesthésiste réanimateur depuis maintenant 6 ans diplômé. Mon lien avec la montagne, c'est que j'ai fait beaucoup d'escalade en étant plus jeune, enfin, ouais, en haut niveau, en bon niveau. Je faisais des compétitions avec l'équipe de France, nationale, internationale, les Coupes du Monde, le circuit, les championnats du monde, etc. Donc j'ai passé bien cinq bonnes années. Si on prend les années jeunes, on va dire peut-être 7-8 ans à faire que ça, quoi. Et à mener en parallèle les études de médecine au début. Puis après, quand c'est devenu trop compliqué, bah, il a fallu faire un choix. Donc ça a été plutôt médecine. Et puis l'escalade est redevenu un loisir. Et petit à petit, déviation vers la pratique de la montagne avec les copains. Et puis, j'avais déjà une petite idée derrière la tête en faisant médecine que par rapport au secours en montagne, mais bon, c'était un projet lointain. Et là, maintenant que j'ai plus le temps, que je suis diplômé, bah là, je m'y suis mis depuis 2 ans maintenant. Donc Donc, je suis effectivement, jeune dans la. les gens ne le savent pas a priori, mais donc tu es secouriste en montagne. Euh, Voilà. Tu es membre donc du PGHM. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus? La manière de fonctionner, c'est nous, on n'est pas attaché au PGHM, on travaille avec l'équipe du PGHM. En fait, le secours français, il est organisé d'une manière un petit peu compartimentalisé, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les secouristes du PGHM, à la fois les secouristes des CRS, il y a aussi les secouristes des pompiers, et puis suivant les endroits en France, c'est ou les trois équipes, aucune équipe qui travaille. Et en fait, ces équipes-là travaillent avec des médecins, soit de l'hôpital, qui est attaché à la base, soit d'une organisation qui s'appelle l'ANMSM, l'Association nationale des médecins et des secouristes en montagne, qui met en fait à disposition, entre guillemets, des médecins avec ses équipes de secouristes pour aller faire les journées de secours en montagne. Ok. Et du coup, il faut une qualification supplémentaire pour être membre du PGHM quand on est médecin ou comment ça se passe? Alors en fait, pas officiellement, officieusement oui, c'est un genre de contrat moral, c'est-à-dire que nous on a une formation diplômante en fait en tant que médecin qui est organisée par l'Association nationale justement des secouristes et des médecins en montagne. C'est un DU en fait, hein, c'est une formation qu'on peut faire pendant l'internat ou après, ou qui sort là, que je suis en train de passer en fait, j'en suis à la moitié, et qui est organisée sur 2 ans, 4 semaines en tout, et en gros, c'est des semaines complètes en fait où on est mis en situation, évalué dans les quatre grandes possibilités de terrain, c'est-à-dire qu'il y a une première semaine où on fait tout ce qui est formation escalade, secours en paroi. La deuxième semaine, tout ce qui est plutôt orienté canyon et spéléo. Troisième semaine, tout ce qui est orienté ski, vraiment neige, quoi. Et la quatrième semaine, la dernière, c'est plutôt glace. Et à Ok. l'issue de ces 2 ans, mais bon, voilà, moi, je suis un exemple justement je suis un vilain petit canard entre guillemets, puisque normalement, en général, c'est plutôt les gens qui ont complètement validé la formation qui sont pris. Mais bon, à Digne, il manquait un peu de personnes. Et vu qu'ils savaient que bon, j'avais un passif en montagne, en alpinisme, en escalade, voilà, on va dire Ok. qu'ils se sont permis de faire un petit écart Super. pour Bah, moi. du coup, je te remercie. Ça me permet de faire une transition sur un petit peu la deuxième partie de cette interview. L'idée, ça va être de un peu mieux comprendre quel est ton quotidien quand justement tu fais des interventions avec le PGHM. Donc c'est Hmm. ma première question. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe une intervention avec le PGHM, vraiment du départ au moment où tu reçois Ouais. l'appel? Alors, en fait, si je peux expliquer ça, comment carrément se passe une journée type. Alors si tu veux, c'était une autre de mes questions, mais super, allez, partons sur la journée. Très très bien. Voilà, et ouais, ce sera plus fluide peut-être. En gros, bah, les médecins qui font du secours en montagne, ça dépasse rarement déjà 2 à 4 jours par mois, on va dire, parce que en fait, on a tous une activité à côté. Aucun médecin ne fait que ça. C'est vraiment une activité annexe qu'on fait en plus de notre temps de travail déjà sur notre travail quotidien, quoi.
et les journées, donc c'est pas si on a un planning qu'on remplit en fonction de nos disponibilités, ça peut être en semaine, en week-end, et on se présente en fait sur le jour même, donc sur la base. Moi, en ce qui me concerne, donc à Digne, à la base du PGHM, où il y a l'hélico, les secouristes. Donc on vient le matin à 8h30 et la journée commence. Donc c'est-à-dire que nous, à 8h30, il faut qu'on soit prêt avec notre matériel médical et que les secouristes aussi soient prêts eux avec leur matériel de sécurité et de progression en montagne. Le pilote prêt avec hélicoptère prêt à décoller pour 8h30 s'il y a besoin, jusqu'à une horaire qui varie. C'est les horaires aéronautiques en fait. Donc quand en gros on suit les horaires de la journée. Donc en été, coucher de soleil, ça peut être jusqu'à 22h30. Et en hiver, ça peut être plutôt 17h30 parce que Parce que voilà. Et la l'hélico nuit, ne c'est plutôt une peut astreinte. pas voler quand il fait nuit, c'est ça? Alors, il peut, tout est possible, tout est Ok. faisable. Il peut, par contre, voilà, il y a des conditions bien plus strictes. Il faut vraiment que l'appel soit un appel de détresse bien justifié, que ce soit pas accessible enfin, qu'il y ait vraiment une plus-value de prendre l'hélico de nuit, parce que le risque, c'est évident qu'il est largement multiplié pour tout le monde. Donc Donc ça, pour que, je suis désolée de te couper, pour que tout le monde te ouais, comprenne bien, toi, tu n'interviens que avec l'hélico, hein. Quand on parle du PGHM, c'est que avec l'hélico, c'est c'est ça? possible. Alors, c'est rare, mais on peut intervenir aussi ce qu'on appelle en caravane, c'est-à-dire en voiture, si jamais l'hélico peut pas voler parce qu'il fait trop mauvais Mais c'est plutôt ou parce exceptionnel. que Ton c'est quotidien, c'est avec exceptionnel. l'hélico. Ok. Ok. Exactement. C'est franchement exceptionnel. Ça m'est jamais arrivé. Et dans l'année, ça arrive peut-être une fois ou deux, hein. D'accord. Je rebondis sur autre chose que tu as dit pour que tout le monde comprenne bien. Tu as parlé des secouristes. Est-ce que tu peux nous Oui, distinguer le rôle de secouriste par rapport au rôle du médecin? bien sûr. Donc, le rôle est complètement différent, mais extrêmement complémentaire, en fait, entre eux. Nous, le rôle du médecin, c'est vraiment la plus-value historiquement. Avant, il n'y avait pas de médecin qui allait, il y a des années, il n'y avait pas de médecin qui partait, c'était juste les secouristes. À partir du jour où, où les instances ont décidé de mettre un médecin, c'est qu'il y avait une plus-value pour le patient. Donc nous, on est là pour vraiment s'occuper du patient, le médicaliser, faire des antalgiques, faire des premiers soins qui sont vitaux, etc. Les secouristes, donc ils sont deux dans l'hélico dans la machine. Donc on est cinq, le pilote, le mécano, deux secouristes et un médecin. Les secouristes, ils sont là pour sécuriser à la fois le milieu, le patient, mais sur le plan environnement, et le médecin, en fait. Et tout le but de la formation et donc on passe nous pour le secours en montagne et c'est de pas être un boulet en fait, de pas alourdir la charge des secouristes qui parfois est franchement hyper délicate et donc de savoir se débrouiller, d'être un peu autonome, pas faire de grosses bêtises pour qu'eux ils aient pas à gérer en plus un patient qui peut être des fois lourd, être vraiment un poids et de pas se retrouver avec un médecin qui sait rien faire du tout. Donc en gros, les rôles, c'est cela. Eux, il faut tout s'assurer également de la coordination avec l'hélicoptère, des manœuvres de sécurité avec l'hélicoptère, parce que tout peut être sujet à accident en fait hein, dans ce milieu. Donc eux, ils sont là pour veiller à ça, et nous concentrer, et le médecin vraiment se concentrer sur la victime. Ok, super, merci. Donc du coup, on repart sur ta journée, donc tu arrives à 8h30. Ouais. Ça se passe comment? Comment t'apprends qu'on a besoin de toi en fait? Bah, en général, franchement, c'est souvent très calme le matin jusqu'à 10h, 10h30. En général, on n'a pas d'appel avant. Parce que il y a tout se voit, hein, mais... Donc en général, on commence par un bon petit déj et un bon café. C'est toujours une ambiance très sympa. Et franchement, c'est vraiment moi, je m'attendais pas à ça, une super ambiance. Tout le monde est hyper sympa, très bienveillant. Tout le monde toujours très souriant. Donc parce que tout le monde a envie de travailler, de s'appeler à tout le monde, quoi, c'est sûr, hein, c'est un peu une vocation. Donc en général, on attend ça commence surtout en période de vacances, ça peut être plus tôt, mais en général, ça commence vers 10h30, 11h, où on a les premiers appels. Alors ça arrive qu'il n'y en ait pas, hein. Des fois, il y a des journées, carrément, on n'a pas d'appel. Mais bon, c'est quand même un peu plus rare. Donc on attend le premier appel. En général, donc c'est le centre de régulation nationale qui reçoit des appels directement des personnes qui sont en détresse et qui contacte le groupe le plus proche donc du département en l'occurrence. Donc nous c'est le PGM 04, on couvre toute la partie 04. On peut faire le 05 si l'autre hélico est occupé, etc. On peut faire d'autres départements si les autres hélicos des départements sont occupés.
Et donc, on est prévenu de la gravité, de la localisation. Donc ça, c'est les points d'information majeurs à avoir, en fait, hein. Pour nous, moi, moi, sur la partie médicale, savoir qu'est-ce que je vais emmener dans l'hélico, sachant que tout ce qu'on prend, c'est du poids en plus, et donc potentiellement des complications en plus pour les manœuvres, etc. Et pareil pour les secouristes, savoir quel matos ils ont besoin de prendre. La localisation, parce que c'est eux qui, en général, vont guider aussi le pilote pour savoir où il faut aller, pour essayer de trouver la personne, etc. Donc ça se passe comme ça. Donc des fois, c'est un appel, enfin on a le temps de revenir à la base, et puis on attend un autre appel. Des fois, c'est des appels en flux tendu, c'est-à-dire qu'on part sur un premier accident. En cours, on est appelé pour un autre. Donc, des fois, on est obligé de prioriser pour aller sur le plus urgent et ensuite faire une sorte de liste, quoi, si vous voulez. Et voilà, donc ça se passe comme ça. Donc, des fois, on n'a pas trop de temps de rentrer et se poser. La journée, elle peut finir très tard. On peut rentrer de nuit. Voilà, on peut repartir à la tombée de la nuit parce qu'il y a des secours tardifs. Ça arrive très souvent. Les problèmes de tombée de nuit, en fait, c'est hyper fréquent. Les gens qui sont pas rentrés, qui sont perdus, ils attendent toujours un peu le dernier moment. Et donc, on a fréquemment des appels à tomber de la nuit. Ok. Du coup, je rebondis, hein, quand tu arrives Hmm. sur site, tu arrives sur le lieu de l'accident. Alors, j'imagine que c'est très dépendant de la nature de l'accident, mais est-ce que globalement, tu peux un petit peu nous dire, nous décrire ce qui se passe pour toi? Alors, j'imagine que ton intervention est liée à celle des secouristes, ça on a bien compris. Mais globalement, Ouais. qu'est-ce que tu fais, toi, du coup? Alors déjà, en termes de statistiques, en gros, françaises, je pense que c'est pareil pour les autres pays, mais c'est 90-95% de traumatologie, on va dire, mineure à moyenne. C'est-à-dire que souvent, c'est une personne qui est tombée, qui a une jambe cassée, qui a une épaule luxée, qui a un traumatisme crânien, mais qui n'est pas forcément très grave, ou qui a une pathologie médicale, donc quelqu'un qui va faire débuter un infarctus parce qu'il est en montagne, parce qu'il est en train de faire un effort. Donc, nous, on va avoir une plus-value en termes de prise en charge rapide des premiers soins et d'antalgie, surtout pour ce qui est traumatologie. Et d'orientation, bien sûr, savoir quel hôpital avec la régulation du SAMU, où est-ce qu'on va dans cet hôpital parce qu'il y a tel plateau technique adapté, etc. Et dans 5% des cas, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que c'est une avalanche avec plusieurs victimes, c'est un accident de parapente avec une personne qui a un traumatisme hyper grave, où là, on sait que d'emblée, le niveau de soins va être important, donc le temps passé sur place va être important. Et donc, si le milieu est un environnement hostile, ce qui en montagne est hyper fréquemment le cas, va nécessiter des moyens importants. Et donc, tout ça, ça s'anticipe forcément, donc il faut avoir emmené le bon matériel, avoir prévenu les bonnes personnes. Et c'est là en fait que se met en place toute la stratégie et la technicité en fait du secours en montagne, c'est-à-dire travailler en concordance parfaite en fait avec les secouristes pour savoir évaluer quel est le bon rapport bénéfice-risque à passer du temps sur place dans un milieu hostile, potentiellement dangereux, où tout est compliqué. Euh, Par exemple, tout est compliqué. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, en fait, c'est que quand on travaille à l'hôpital, on peut avoir des trucs extrêmement graves, surtout en réa, etc. On est habitué. Mais à l'hôpital, tout est sous la main. Il y a des personnes pour nous aider. Le matériel, il tombe du ciel. On a juste à demander un truc, on nous le tend dans la main. En montagne, tout est très compliqué. Ici, je prends un exemple. Si on va sur une avalanche, qu'on sort une victime qui est en arrêt cardiaque, qu'il faut faire des soins lourds, perfuser, passer des médicaments intraveineux, faire une anesthésie générale, endormir le patient, faire une ventilation artificielle, on va commencer à sortir son matériel. Il y a du vent en général en montagne. On sort son matériel, tout s'envole. On veut perfuser le patient, on commence à prendre une tubulure, à passer un liquide dans les veines du patient, la tubulure gèle. Le respirateur, c'est quand même du matériel lourd, donc il faut avoir le sac à proximité, l'ouvrir, sortir tout le consommable. Donc tout est vraiment compliqué, sachant que le temps joue contre nous, parce qu'en général, les victimes, bah, elles sont dans le froid. Donc elles sont vite en hypothermie. En hypothermie, tous les mécanismes naturels de compensation des traumatismes graves sont effondrés. Donc en gros, c'est une évaluation permanente avec les secouristes de est-ce que on a une plus-value à rester à faire des soins versus ce qu'on appelle l'extraction du milieu hostile, coûte que coûte. Et tant pis,
on verra bien ce qu'on peut faire si l'hélico doit se poser dans un second temps, etc. Euh, pour faire d'autres soins dans un milieu moins froid, milieu où il y a moins de vent, etc. Donc c'est cette évaluation qui est primordiale en fait. C'est ça qui prend le plus de temps, qui est le plus difficile et qui je pense, avec les années, euh, est à la meilleure perspective d'amélioration pour nous en fait en tant que médecin, quoi. Ok, donc je rebondis, je commence un petit peu à mieux comprendre ce que tu fais comme les gens qui vont te suivre. Du coup, on envisage bien que cette intervention en montagne, elle nécessite beaucoup de préparation, on l'a vu dans l'immédiat avec le matériel, etc. Est-ce que tu pourrais essayer de nous décrire la préparation que ça induit pour toi en tant qu'individu? Donc, je pense à peut-être une préparation physique, j'imagine qu'il faut une condition physique qui est assez forte. Mais aussi, de ce que je comprends, il y a peut-être une préparation mentale, émotionnelle qui est la tienne. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ça et aussi peut-être nous montrer le versant un peu sportif, j'imagine, de cette mission, en fait? Ouais, tout à fait. Bah, ouais, comme tu l'as bien dit, il y a effectivement un versant préparation physique. Donc c'est pour ça qu'il y a des exercices qui sont faits par le PGHM, donc tous les groupes, hein, que ce soit le 04 ou les autres, qui sont faits tous les mois, à destinée des secouristes, des médecins et de toutes les personnes qui sont impliquées dans le secours en montagne et qui veulent avoir de la formation continue, qui est franchement indispensable, hein. Et le deuxième versant, c'est l'aspect mental, qui lui s'acquiert en fait en pratiquant, quoi. Il y a pas, il y a pas de secret. Donc après, c'est un contrat moral un peu avec soi-même, c'est-à-dire que personne va aller vérifier si le médecin qui fait du secours en montagne est serein d'aller évoluer en milieu parfois compliqué, n'a pas, par exemple, le vertige, a l'habitude de manier le matériel, d'avoir potentiellement des poussées d'adrénaline Ça, parce que c'est que n'importe qui en a entre une. toi et toi, en fait. A priori, il n'y a pas de contrôle. Il y a des Exactement. contrôles C'est ça. physiques, mais pas psychologiques, en fait. C'est ça que tu es en train de nous dire. Ex- Exactement, c'est ça. Et en fait, le but étant, comme je le disais tout à l'heure, là, vraiment, la finalité, c'est de ne pas être une charge supplémentaire pour les secouristes qui ont déjà bien largement assez à faire. Bon, après, honnêtement, moi, je connais pas. Enfin, les secouristes, c'est vrai ils nous rapportent des fois, surtout il y a des années, quand c'était pas encore bien harmonisé, cette présence du médecin permanente, etc., avec des médecins qui n'étaient pas forcément fléchés secours en montagne. Ils se retrouvaient justement avec des médecins qui, par exemple, ils partaient en intervention, ils montent à 3000, il fait froid, il y a du vent, le médecin a pas l'habitude d'être treuillé, il se retrouve à faire un treuillage de 80 mètres au-dessus d'une barre rocheuse avec, avec une falaise ou des glaciers en face. En fait, il arrive au pied de la victime, le médecin il est tremblant, il a pris déjà une dose d'adrénaline monstrueuse, et en fait il sert plus à rien. Et donc à ce moment-là, les secouristes se retrouvent avec un médecin qui sert à rien parce qu'il a pris sa dose d'adrénaline de la journée, le patient qui va pas très bien, et donc finalement ça fait deux personnes à devoir gérer. Donc il y a un genre de contrat moral, Le fameux effectivement, à suraccident, respecter. quoi. En l'occurrence, on est pris. Bah c'est ça. Mm. Voilà, c'est ça. Donc c'est un contrat moral, avoir la condition physique nécessaire pour évoluer en milieu montagnard et pratiquer pour voilà, ne pas être surpris s'il faut aller chercher un mec qui est pendu dans une grande voie à 300 mètres. Alors concrètement, toi, qu'est-ce que tu mets en place pour avoir cette condition physique dont tu nous parles? Bah moi, ça m'a pas trop dérangé de rentrer dans ce cours en montagne parce que de base, moi, c'est mes activités de loisirs. Donc ça n'a pas trop changé. Pour ce qui est escalade, alpinisme, je pratique depuis déjà des années. Donc il y a aucun changement particulier, parce que je peux pas faire plus, disons, qu'actuellement. Euh, Donc tu Après, t'entraînes, tu fais quoi? Plutôt de la course à pied, tu continues l'escalade, tu fais quoi? moi, voilà, je fais de l'escalade, de l'alpinisme quand je peux, du ski d'hiver, de la rando, Ouais, tu pratiques euh, plusieurs activités. exactement, du trail, Ok. exactement, plusieurs activités. Ok. Quelle place tu accordes? Alors, bon, forcément, tu te doutes bien qu'on va te parler un peu de nutrition. Quelle place, toi, tu accordes à la nutrition dans le cadre de cette préparation? En fait, j'ai petit à petit appliqué, j'ai fait un transfert en fait de ce que je faisais en trail et en montagne. Je me suis aperçu que finalement, quand on partait sur les journées de secours, ça pouvait un peu s'y apparenter dans la mesure où si on part à 10h30 qu'on revient à 20h30 le soir,
sans avoir eu forcément le temps de se poser, qu'on enchaîne les interventions les unes sur les autres, bah, en fait, c'est un peu le même profil que ce qui va se passer quand je vais faire un trail long ou une journée en montagne. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir de coups de barre. Euh, je vais pas pouvoir me poser pour manger un gros repas. J'ai pas envie de manger que du sucré parce que j'aime pas forcément ça. Enfin, au bout d'un moment, c'est un peu, Lassant. c'est un peu saturant pour le Mm. goût. Mm. Euh, donc donc j'ai fait un transfert petit à petit comme ça. Et en fait, c'est en courant avec un copain qui ici, enfin, qui est accessoirement très fort là, qui est en train de se professionnaliser d'ailleurs en trail, qui m'a parlé il y a 2 ans là des produits athlètes. Je connaissais pas à la base, hein. Qu'est-ce que tu as trouvé? Parce que bon, moi, je peux faire le même transfert que toi, c'est très intéressant. Je pense qu'on pourrait tous faire ce transfert dans nos vies de tous les jours. Mais toi, concrètement, qu'est-ce que tu trouves intéressant justement? Quel produit tu utilises et qu'est-ce que tu trouves intéressant dans ces produits en termes de bénéfices pour ta performance et peut-être ta santé à long terme? Alors moi, j'aime bien tout ce qui est alimentation liquide. Déjà, je trouve que ça se digère bien, mais à la fois dans le trail et je fais pareil en montagne. Donc j'utilise pas mal les compotes salées et sucrées. Les bars sucrés, j'en utilise aussi. Pareil, les salés à la pistache, ça me plaît bien aussi. Donc ça, quand je fais des journées de secours en montagne, je fais une espèce de rotation. Sachant que la subtilité aussi, c'est qu'en secours en montagne, il faut toujours avoir un fond de sac conséquent parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Si on est posé lors d'une journée de secours par l'hélico et qu'en fait, malencontreusement, il y a un problème météo, il y a l'hélico, un problème et qu'il ne peut pas nous récupérer, il faut toujours avoir sur soi de quoi passer une nuit en montagne, avoir à manger, avoir de l'eau, etc. Donc il faut toujours avoir un fond de sac avec de la nourriture pour au moins 12 heures, etc. Donc moi j'ai déjà mon sac, il y a toujours des compotes et des barres dedans. La maltodextrine, j'ai pas encore fait le transfert, mais j'aime bien utiliser la maltodextrine. Ça, c'est surtout pour le trail. Pour l'instant, je bois que de l'eau, mais pourquoi pas essayer la maltodextrine en secours en montagne. Mais en tout cas, j'utilise pas mal la malto pour le goût peu sucré pour mon entraînement en trail et pour la montagne. Super. C'est vraiment, je te remercie parce que c'est vraiment très intéressant cette idée de transfert que tu verbalises, que moi je vois dans mon quotidien et dans ma partie professionnelle aussi. Et je trouve ça vraiment super que ça soit illustré sur un métier enfin sur des missions en l'occurrence comme celle-ci. Et je te remercie d'avoir utilisé ce mot de transfert parce que je pense que c'est vraiment très approprié et donc top. Si on devait faire un petit peu une sorte de clin d'œil, mais de pause un peu plus légère, si tu avais en mémoire une intervention qui t'est restée parce qu'elle était drôle, sympa, légère, est-ce que tu en as une qui te revient particulièrement? Ouais, ouais, j'en ai. Alors ça peut paraître paradoxal parce que c'est pas forcément les trucs les plus graves qui m'ont marqué. C'est surtout des interventions où on allait chercher des gens qui n'étaient pas blessés, mais qui ont appelé appel de détresse pour dire qu'ils sont coincés, qu'ils peuvent plus bouger, ils peuvent plus redescendre, plus remonter. Et bon, c'est un rire nerveux, mais en vrai, il y a rien de comique là-dedans parce que finalement, tout le monde prend des risques, etc. Mais on est très souvent appelé, et il n'y a pas que nous, hein, c'est tous les centres de secours comme ça, par des gens en fait qui sont en montagne et qui ont absolument rien préparé. Je pense qu'il y a un effet réseaux sociaux majeur hein, sur ça. Il y a une banalisation complète de la montagne, du matériel, des On va y efforts. venir après, ouais, je vais te Voilà. poser quelques questions Donc là-dessus, moi, ouais. ce qui m'a marqué, en plus je crois que c'était sur un même week-end. On avait fait un jeune qui avait appelé les secours parce qu'il était bloqué sur une pente de glace en pleine montagne. Donc le mec, il devait avoir fait déjà 300 mètres de dénivelé de montée. Bon, sur une pente hyper engagée, quoi. Il était en ski de rando, en t-shirt, il devait être 17 heures, avec une épaule luxée une semaine avant, donc avec un bras en écharpe, un seul bâton, au pas de sac, donc pas de sweat, pas de veste de montagne, pas de gants, rien. Et donc il avait appelé parce qu'il était coincé et qu'il ne pouvait plus bouger. Donc nous on a cet appel-là alors qu'on venait de chercher une dame qui s'était fait une entorse du genou en ski de rando. Donc elle était avec nous dans l'hélico. On a cet appel sur la route.
Et donc, on va voir. Et en fait, on était obligé d'aller chercher le gars parce que s'il tombait, enfin, il mourait, quoi, c'est sûr, c'est sûr. Et donc, on se retrouve à faire le pilote pose la dame qui avait le genou luxé, me pose sur un sommet à côté et va avec les deux secouristes faire un posé patin avec les pales qui sont à 1 mètre de la paroi pour chercher ce gars. Donc, enfin, c'est quand moi qui avais du recul, du coup, qui n'était pas dans l'hélico et qui regardait la scène du sommet à côté, enfin, c'est des scènes complètement délirantes de se dire de prendre des risques pareils pour récupérer une personne enfin, qui a un niveau de conscience qui râlait pas le Ouais, fait, c'est quoi. ça. C'est Ce que tu délirant. veux dire plus globalement, c'est ça. C'est qu'en fait, ce qu'il faut que les personnes qui nous écoutent comprennent, c'est que vous mettez vraiment votre vie en danger à chaque instant. Mais complètement, complètement. C'est ça. C'est Et que que là, en c'est pas l'occurrence, c'était pour quelque chose de complètement déraisonné et de... exactement. Le secours en montagne, il faut bien se dire que l'hélico, c'est pas du tout une machine. C'est une super machine, hein, mais c'est pas du tout dénué de risques. Tout le monde met entre guillemets. C'est pas ça, c'est pas qu'on met notre vie en danger, mais en tout cas, le risque de problème est bien plus important que si Il y a on un est à enjeu l'hôpital et qu'on important, on va attend. dire. Il y a un vrai enjeu. Voilà, exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est les opérations, moi, je trouve, qui m'ont le plus marqué. Voilà, des anecdotes comme ça, genre, il y en a quand même. C'est vraiment Ouais. fréquent, fréquent, et c'est très dommage Donc parce que ça, c'est ce qui c'est t'est bien pour venu personne. spontanément quand on a aussi préparé Ouais, l'interview, hein, tout de suite, tu m'as parlé de ça. Et du coup, on s'est dit que ouais, ça pouvait être intéressant tous les deux de faire une petite séquence sur quels pourraient être les conseils qu'on pourrait donner aux gens. C'est l'idée que tu as eue et que je trouve extrêmement intéressante de dire, bah voilà, vous qui écoutez cette vidéo, vous vous apprêtez à faire partir, rien que faire une rando à la journée. Quels sont les conseils qu'on peut donner, que tu peux donner pour peut-être bah, bien sûr, déjà permettre aux gens d'être en sécurité, mais aussi sans doute limiter, vous, la prise de risque et donc vos interventions pour des choses qui ne pourraient pas l'être en fait, qui ne devraient pas l'être en fait. ouais, c'est des conseils qui sont pas forcément très originaux, hein, enfin, qui sont déjà avancés par les fédérations, que ce soit le CAF ou la FFME, qui sont sur tous les sites de recommandations pour les randonneurs, pour les alpinistes, etc. Donc c'est des trucs très simples et extrêmement logiques, mais c'est l'anticipation. C'est-à-dire que il faut partir en connaissant l'endroit où on va, en ayant un moyen, celui qu'on veut, hein, mais de savoir, de pouvoir faire de la cartographie. Donc, et savoir s'en servir, parce que c'est bien beau d'avoir une carte ou d'avoir l'application Iphigénie, mais encore faut-il savoir s'en servir. Il faut avoir ce que je disais tout à l'heure, même qu'on fait, la chose qu'on fait nous et qui est hyper importante, qui est indispensable pour le secours en montagne, c'est avoir un fond de sac. C'est-à-dire que même si on part le matin, toujours avoir une frontale, même s'il fait chaud, on prend toujours une couverture de survie. Euh, Veste aussi. Savoir être exactement une veste, de quoi se protéger s'il pleut, savoir ce qu'il faut faire s'il y a un orage, avoir un téléphone portable pour pouvoir passer un coup de fil au secours s'il y a un problème. Prévenir aussi très important, parce qu'on a beaucoup d'appels à cause de ça, prévenir quelqu'un de sa famille ou son entourage qu'on part faire telle course ou telle sortie, telle rando en montagne, qu'on va à tel sommet, qu'on pense mettre tant de temps et qu'on va revenir à telle heure. Parce qu'on a énormément d'appels, en fait, finalement, en fin de journée, de gens qui sont pas rentrés. Et en fait, l'appel, c'est juste, ben, il est parti et en fait, il est pas revenu, mais j'en sais pas plus, quoi. Donc, on sait pas s'il y a des respects de timing, est-ce que la personne est bloquée, est-ce qu'il y a un accident. Donc, c'est bien de prévenir, comme ça, on a toujours un peu plus d'infos. Et puis, se former, quoi. Là, enfin, c'est comme passer son permis de voiture, quoi, hein. Si on ne peut pas conduire une voiture sans son permis. Là, il y a un niveau minimum d'expérience et de compétences à avoir. Si on veut pas se retrouver dans la situation, on est obligé d'appeler les secours et faire tourner un hélico pour rien. Enfin, ou du coup, enfin, pas forcément pour rien, mais bien sûr, parce que les secours, ça vaut toujours le coup. Mais en tout cas, limiter les risques de faire des secours dangereux, quoi. Est-ce que dans le discours qu'elle tient et que je partage, hein, au départ je suis enseignante, donc l'éducation c'est vraiment une valeur, et chez nous athlètes c'est une valeur qui est importante, l'éducation. Est-ce que du coup dans ce qu'on entend c'est l'histoire de se former, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est passionné de montagne, qui n'a pas trop de connaissances, qui n'a pas fait des études peut-être en STAPS ou qui n'a pas fait des études de secouriste ou même de guide, comment on peut se former finalement pour apprendre à connaître la montagne?
Alors déjà, je pense que la première solution la plus simple et la plus évidente, c'est de s'inscrire dans une fédération. Après CAF, FFM2, on rentrera pas dans le débat, mais parce que ces licences sont franchement pas très onéreuses. Et ils proposent justement des stages de formation, d'initiation. D'accord. Ils ont beaucoup de littérature pour expliquer le matériel, etc. Et puis surtout, bah, ou alors s'inscrire dans des clubs aussi, hein, qui ont déjà des personnes compétentes et faire des sorties de groupe en fait. La montagne au tout début, ça se reprend pas tout seul en fait. Et de toute façon, on préconise jamais dans la montagne tout seul, mais encore plus pour l'apprentissage, ça s'apprend en groupe. Donc du coup, l'idée aussi de se faire accompagner, soit par un guide, soit par quelqu'un qui connaît vraiment Exactement. très bien, ça peut être déjà une première forme de formation, entre guillemets, plutôt progressive, on va dire. Exactement. Exactement. On va terminer cette petite interview par un questionnaire qu'on appelle à la Proust, comme on fait souvent. En gros, Ouais. l'idée, c'est des petites questions un peu flash. Donc, questions flash, réponses flash, juste pour mieux te connaître encore et puis un peu mieux décrypter la personnalité qui est la tienne. Alors, si tu devais nous Ça donner un marche. trait de caractère principal chez toi, ça serait quoi? Euh... Têtu. Têtu, ok. Et tu peux nous dire en quoi le fait d'être têtu, ça peut être pertinent, important, intéressant pour un secouriste en montagne? Alors ça peut être pertinent, mais ça peut être un peu dangereux des fois aussi. Mais bon, pertinent, bah parce que même si c'est engagé, même si on mesure toujours le risque. Après, en plus, on est plusieurs. Mais disons que il faut essayer de pas forcément avoir trop de doutes. Et le têtu, je mets ça dedans parce que faut être sûr de son idée et l'appliquer et essayer de pas revenir en arrière. Parce que si on commence à douter en plein milieu du truc, c'est le pire, quoi. Ok, ok. Du coup, la qualité qui va t'aider le plus dans cette mission, j'imagine que c'est pas le fait d'être têtu, ça serait quoi? Non, ce serait d'être calme. Je sais pas, c'est Si, si, ouais, ok, le une- calme. Ouais, ok, voilà, être déterminé et calme. Ouais, ok. En fait, c'est un compromis entre les deux finalement. C'est un compromis entre le fait d'être têtu et d'être calme, c'est ça? exactement. Ok. Est-ce que tu as un défaut principal que tu veux bien nous dire? Euh, J'en ai trop des défauts. Vas-y. Euh, je suis un peu râleur quand même. Ah ouais, ça c'est un vrai Ouais, défaut. Mais c'est ouais, typique chez les hommes en même temps, donc ouais. je blague, je blague. Si si tu devais identifier, nous donner une personne qui t'inspire vraiment dans ta vie. Euh, je dirais, c'est le cliché, c'est Kylian Jornet pour Ouais, le ok. trail. Ok. Parce que mes années grimpe sont passées, donc je suis passé sur le trail, mais on va Et dire alors, Kylian Jornet. Ouais. pourquoi il t'inspire, Kylian Jornet? Bon, parce que c'est un mélange de. J'aime bien ce mélange de performance sportive, d'approche positive, de mélange avec la vie de famille, puis sa manière de parler, d'être en communion avec la nature. Ça me plaît bien. Ok, cool. Est-ce que tu écoutes de la musique avant les interventions ou pas? Et si oui, Très peu. très peu. Ok. Je suis pas très musique. J'essaie de m'y mettre un peu, surtout avec les trails longs maintenant, mais très peu. Non, je suis plutôt pensée intérieure, voilà, calme. Quand tu vas Euh, courir, même longtemps, tu pars tout seul, sans ouais, écouteur, sans musique. bruit environnant, j'aime bien écouter ça. Ouais. Ok, ok. Euh, Quand tu cours pas ou que t'es pas en montagne pour faire du secourisme, est-ce que tu as une autre occupation, un autre passe-temps? Ah bah la vie est assez, pour ma part, assez réglée, c'est-à-dire que ça tourne entre travail, famille, enfin, famille en premier, hein, je dis travail en premier, mais c'est famille en premier, donc travail, sport, et un peu les copains. Mais Ok. les trois premiers sont largement Donc prépondérants. quand tu cours pas, t'es en famille en général, c'est ça? Ou quand C'est t'es pas ça, au boulot, t'es en famille. Ok. exactement. Si t'avais pas fait ce que tu fais, est-ce qu'il y a un autre métier que tu aurais pu faire? Ok. Donc en fait, c'est assez proche de ce que tu fais, donc ça prouve que finalement, tu Ouais, as c'est assez trouvé ta proche. voie quand même. Ouais. Ou Ok. guide, voilà, guide, ça m'aurait bien Mm. plu aussi, mais bon, dans une autre vie. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes par-dessus tout? J'aime pas le roquefort, le fromage, je déteste ça. Ok. Non, il y a rien que je déteste en particulier. On va dire peut-être les gens très prétentieux, mais bon, mais encore, j'ai pas particulièrement de haine pour eux.
Ok. qui compte. Mais Est-ce que toi, tu as une devise? oui, la vie est ailleurs qu'au travail. La vie est ailleurs qu'au travail. Ok, ok, ok. Et nous venons de faire une interview de presque 1 heure sur le travail. C'est drôle quand même. Voilà, c'est ça. Euh, Est-ce que tu peux nous dire le produit athlète que tu préfères? J'aime bien quand même la compote salée à, à l'amande et à la patate douce. Ouais, ok, d'accord. C'est marrant parce que c'est Une une des rares. compote, soit on l'aime, soit on la déteste. Exactement. Eh ben, la première fois que je l'ai goûté, je me suis dit, tiens, c'est un peu bizarre. Et en fait, à force d'en manger, je la trouve très très bonne. Et c'est la seule compote salée que j'aime en fait. Mm. Je suis pareil que toi. Et en bar, tu disais la cajou pistache, de ce que j'ai compris, ouais. Ouais, cajou pistache, ouais, ça c'est bon. Ça, c'est pareil. On partage les mêmes goûts. Et enfin, on va conclure avec un rêve. Si tu avais un rêve que tu pourrais accomplir et que tu aimerais accomplir, ça serait lequel? Ce serait pouvoir, c'est très simple, hein, j'ai pas des rêves forcément complètement délirants, hors de portée, mais ce serait pouvoir avoir plus de temps dans un futur proche pour vraiment refaire des projets que j'ai en montagne ou en... Parce que j'aime bien un autre truc, c'est le surf. Et avoir plus de temps vraiment pour progresser et m'investir plus là-dedans. Mais bon, c'est dur à... C'est le temps passe très très vite, Ouais. surtout avec la vie de famille, le bébé, le truc. Donc, mais j'aimerais bien me remettre dans une dynamique comme j'ai connu en fait quand je faisais du haut niveau là en escalade. J'aimerais bien reconnaître ça en fait. Ouais, t'as l'air d'avoir une vie bien rythmée et bien chargée. Ouais, donc c'est dur de Euh, faire plus, mais j'aimerais bien reconnaître ça. ok, ok, ok. On te remercie beaucoup, vraiment, du temps que tu nous as accordé, justement par rapport au fait que tu n'en as déjà pas beaucoup, de tout ce que tu nous as raconté. C'était vraiment très intéressant. Moi, pour ma part, j'ai vraiment découvert un univers et c'était chouette. J'espère que tout le monde aura cette vision-là. Merci encore. Je ne sais pas si tu as un petit mot à nous dire, hein, le mot de la fin, je te le laisse. Ouais, bah c'est en rapport avec l'interview, ben que tout le monde fasse bien attention quand il part en montagne, qu'il ait toujours le matos approprié, toujours regarder la météo. Et puis si bien sûr il faut appeler les secours, bah faut pas hésiter parce on est là pour ça. Et en plus ça tombe bien, on aime quand même bien être appelé quand même. Ça, faut Quand pas on trop le s'embête à dire, la je base, crois. ouais, Ouais. ouais. Mm. Quand on s'embête à la base, c'est pas cool, quoi. On a rien à faire. Et je pense qu'il faut pas trop le dire pour pas que les gens non plus appellent Ouais, à travers. Non, mais tu as raison. Il faut quand même pas hésiter à le faire, je pense, quand c'est nécessaire. Merci beaucoup, Aurélien. Et puis, bah, on te souhaite une bonne continuation. Et puis, de ben, rien, avec j'espère plaisir. que à très vite, tu pourras vite réaliser ton rêve de faire plus de choses pour toi. À très vite, Aurélien. Merci, salut.